Ouais, bonsoir tout le monde. Mon nom est Jocelyn Baudouin. Je suis avocat en fait chez Groupe Loyer. Je vous explique rapidement mon parcours. En fait, j'étais il y a 4 ans, et je le suis encore d'ailleurs, étudiant à la maîtrise avant de devenir avocat. Et j'ai eu l'opportunité de commencer dans un bureau qui faisait énormément de droit municipal, ce qui était mon sujet de maîtrise à l'époque. Mais pour différentes raisons, j'ai quitté parce que le droit municipal m'intéressait plus ou moins. J'ai donc laissé un peu aller ma maîtrise jusqu'à ce que j'arrive chez Groupe Loyer, qui est un cabinet qui est spécialisé vraiment en droit du travail et en droit des affaires. Le droit du travail étant ma passion, j'en ai fait mon nouveau sujet de maîtrise. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et finalement, j'ai décidé d'évaluer l'impact de la légalisation du cannabis sur nos milieux de travail. Donc, voici le plan de la présentation. Courte présentation des 3 projets de loi qui sont devenus des lois, en fait. De la loi en elle-même qui encadre le cannabis, quelques principes jurisprudentiels, parce que même si on a une nouvelle loi, on a quand même un bon 20 ans au moins de jurisprudence sur lequel on se base, on n'apparaît pas de nulle part, et quelques exemples là, un peu intéressants que j'ai relevés. Vous comprendrez qu'avec toute l'évolution dans mon cheminement de maîtrise et les difficultés que j'ai eues, je viens à peine de recommencer sur ce sujet-là. Donc, ma présentation se veut pratique parce que je suis de toute façon un praticien du droit et non pas un théoricien. Et étant donné que je n'ai pas encore de résultats de recherche en tant que tel à vous présenter, je vais vous partager les interrogations que j'ai sur les impacts que nos nouvelles lois vont avoir. Non. Un petit quiz, moi aussi, pour commencer. Vrai ou faux, la date de légalisation du cannabis va être le 1er octobre. Faux, plusieurs faux. C'est effectivement faux. C'est à partir du 17 octobre que le cannabis va être légal, sauf à quelques exceptions près. Évidemment, les exceptions, c'est tout ce qui a trait au crime organisé, à la production illégale, et etc., etc. Donc oui, on va pouvoir consommer, mais il y a quand même certaines interdictions qui continuent de s'appliquer. Ce qui m'amène à notre deuxième quiz. Seul le gouvernement du Canada a compétence pour légiférer sur le cannabis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Parfait, c'est assez unanime. C'est effectivement aussi faux. Ottawa a une compétence exclusive pour tout ce qui est droit criminel, mais évidemment, le Québec peut légiférer en matière de santé publique. C'est ce qui fait en sorte qu'au fédéral, on a 2 lois. En fait, principe général, quand vous voyez un C-un numéro, c'est toujours une loi du fédéral, en partant. Donc, il y a 2 lois que Ottawa a passées, dont je vais vous éviter la lecture, qui, de toute façon, moi, m'intéressent peu parce qu'elles n'ont pas d'impact sur le droit du travail en tant que tel. Nous, ce qu'on va viser, c'est vraiment le projet de loi 157 qui a été adopté le 12 juin 2018. Évidemment, un projet de loi, quand c'est déposé à l'Assemblée nationale, il y a une première version, il y a un travail en commission parlementaire, donc il y a des ajouts et des modifications qui sont faites par nos députés, et la version finale est adoptée. On va voir que dans ce cas-ci, il y a plusieurs modifications qui sont venues jouer entre la version initiale et la version finale. En tant que tel, le contenu du projet de loi 157 est assez varié. Il y a la loi encadrant le cannabis, c'est donc dire qu'une loi qui contient tout ça, et même plus, contient entre autres une loi. Donc, c'est un peu particulier comme concept, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre domaine. On a parlé entre autres promotion, publicité, emballage. En ce moment, il va y avoir certaines restrictions qui vont s'appliquer. Bon. Si on regarde ce qui se fait en ce moment au niveau de l'alcool et même au niveau de la cigarette, on peut penser qu'éventuellement, ça risque de se laisser libéraliser tranquillement, mais sûrement. Mais bon, pour l'instant, l'idée est quand même de limiter un peu la publicité. Il va y avoir des comités de vigilance. La SQDC, qui est évidemment la Société québécoise du cannabis, qui est créée par ce projet de loi-là. Et les fonds de recherche et de prévention, dont, si ma mémoire est bonne, 100% des profits devraient s'en aller là. Si ma mémoire est bonne, comme je vous dis, parce que, à part le premier point, qui est la loi encadrant sur le cannabis, personnellement, je ne regarde pas vraiment les autres points. Non. Passons justement sur la loi encadrant le cannabis. Autre petit quiz. Jonathan et Marc-Olivier, qui sont 2 collègues de travail, sont en train de dîner. Ils se disent tout d'un coup, bon, ben allons fumer un petit joint sur la terrasse extérieure du bureau pour en profiter. Dans la version du projet de loi initial, est-ce qu'ils en ont le droit, à votre avis? Non? C'est pas mal unanime, parfait. La réponse était oui.
Quand je vous parlais d'un peu d'incohérence des fois là, du législateur, une chance s'ils sont venus corriger le tir par après, mais ce qu'on a dans la loi, c'est l'article 10 qui nous donne la définition de ce qu'est fumer. On avait évidemment besoin de ça dans une loi parce que même si tout le monde le sait globalement, en droit, il faut que tout soit précis et carré, là. Et à l'article 11, ça prévoit qu'il est interdit de fumer dans différents lieux fermés, incluant les milieux de travail. Nécessairement, si on est à l'extérieur, sur une terrasse, on n'est pas dans un lieu fermé, même si on est techniquement sur l'immeuble qui appartient à notre employeur. Donc, à ce niveau-là, il y aurait pu avoir une problématique. Évidemment aussi, autre exception dans la loi que je vous précise comme ça, la grande majorité des lieux publics vont être interdits. C'est-à-dire qu'il y a déjà des villes qui sont en train de prendre des règlements pour interdire le fait de fumer le cannabis ou d'en consommer sur le trottoir. Même chose pour les parcs, les piscines municipales, arénas et compagnie. Et évidemment, pour tout ce qui est hôpitaux et centres de institutions gouvernementales, la loi du 9 mètres, comme on connaît pour la cigarette, s'applique aussi. Donc, veut pas, finalement, dans bien des cas, il va vous rester à peu près comme seul lieu pour fumer, si vous le souhaitez, chez vous. Et encore là, les propriétaires d'appartements locatifs ont le droit d'interdire que vous fumiez le cannabis chez vous. Donc, encore là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais bon, revenons-en un petit peu sur la loi qui encadre le cannabis. Donc, nos parlementaires, durant le processus d'adoption, ont ajouté l'article 21 qui vient prévoir qu'en vertu d'un droit de gérance, l'employeur peut interdire toute forme d'usage. Là, on s'entend que c'est plus juste fumer, ça peut être le simple fait de venir travailler sous l'influence du cannabis. Donc, qu'importe, ou de toute autre drogue, comme on le voit. Non, c'est pas cet article-là. Bon, on y reviendra. Donc, toute forme d'usage, donc c'est ça, comme je disais, que ce soit fumé ou pas. Le droit de gérance est très intéressant parce qu'on va le voir un peu plus loin. Techniquement, dans un milieu où c'est syndiqué, il y a une convention collective. Si la convention collective prévoit quelque chose, l'employeur n'a pas le choix d'appliquer la convention collective. Il y a toujours un article, à quelque part dans la convention, qui prévoit que tout ce qui n'est pas écrit dans la convention fait partie des droits de gérance de l'employeur. Bon. Techniquement, la majorité des conventions collectives ont plus ou moins de clauses qui prévoient soit des tests de dépistage pour le cannabis ou qui l'interdisent carrément. Donc, dans les cas où certaines conventions collectives le prévoient, il va être intéressant de voir comment va venir jouer ce nouveau droit-là de gérance que le gouvernement attribue à tous les employeurs versus ce qui est déjà écrit dans certaines conventions collectives. Bon. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire à propos de ça? Ah oui. Petite précision sur le « sauf si cette forme d'usage y est déjà interdite en vertu du présent chapitre ». Cette précision-là a de l'air un petit peu spéciale, mais si jamais un employeur aurait eu l'idée, dans une politique interne, d'accepter que ses employés puissent fumer au travail, ce qui, à mon avis, ne ferait aucun sens, mais mettons qu'un employeur ait souhaité ça pour X, Y raison, bien, il n'aura pas le droit de le faire parce que, comme on l'a vu précédemment, fumer sur les lieux de travail est interdit de par l'article 10. Bon. Évidemment, moi, ce que je conseille à tous mes clients, c'est de leur dire, si tu n'as pas déjà une politique pour contrôler l'usage du cannabis au travail, parce que maintenant que tu as clairement le droit de gérance, profite-en. Parce qu'un employé qui est sous l'influence de différentes substances sur les lieux de travail, ça peut causer possiblement beaucoup de problèmes et poser un risque, évidemment, pour la sécurité de tous. On y reviendra, justement, dans les autres articles qui ont été ajoutés. Parce qu'en fait, il y en a 3 articles qui ont été ajoutés. Là, on vient de passer le premier. 49.1 nous dit qu'un employé ne doit pas, donc il a lui-même la responsabilité de ne pas venir travailler lorsque son état constitue un risque. Bon, nécessairement, ça veut dire que s'il est intoxiqué, il travaille dans un milieu à risque, il ne faudrait même pas qu'il se présente au travail. Allez justifier ça auprès de votre employeur, après ça, c'est une autre histoire, mais techniquement, c'est le devoir que la loi oblige aux employés. Et d'ailleurs, la seule présomption d'environnement à risque qu'on retrouve dans la loi, c'est les chantiers de construction. Ça, à la base, si vous êtes sur un chantier de construction, c'est une tolérance zéro qui s'applique. Si vous êtes pris sous influence, c'est votre responsabilité, en fait, de ne pas l'être.
Techniquement, on pourrait penser, pour un autre exemple d'environnement à risque, une usine où un machiniste ou un opérateur travaille avec une machine qui a énormément d'angles rentrants, donc il y a un risque d'accident de travail. Là, on pourrait nommer bien d'autres exemples aussi, mais vous voyez le principe. Troisième article qui est ajouté, 51.2, c'est la même chose que 49.1, sauf que là, ça dit que c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer que ses propres employés ne sont pas sous influence. Là, ça pose une question particulière. Comment est-ce qu'on fait pour détecter le cannabis chez un employé? On s'entend, l'alcool, c'est pas trop compliqué, il y a les éthylomètres. Fait que, comme n'importe quel policier peut vous arrêter, vous demander de souffler dans la balloune, c'est assez simple. Le cannabis, on n'a pas d'outil comme ça encore qui est développé. Il y en a un que Santé Canada a commencé à vouloir permettre et on a déjà vu, entre autres, la police de Trois-Rivières sortir publiquement en disant « Nous, on ne l'utilisera pas parce qu'il n'est pas fiable ». Fait que même quand la police dit qu'il n'est peut-être pas fiable, l'outil, en tout cas, j'ai encore des doutes sur le nombre d'années que ça va prendre pour être capable de développer un outil qui va le permettre de détecter facilement. Oui? Comment la loi peut valider et appliquer si on n'a aucun moyen de voir si la personne est sous? C'est ça. Là, en fait, ce que l'on a en ce moment, c'est ce qu'appellent les tests standardisés ou normalisés. Là, je mélange toujours les deux. C'est une espèce de... Un peu comme quand un policier, mettons, vous demande de sortir de votre char, puis vous fait marcher sa ligne jaune, puis là, il fait des tests de coordination. C'est le même principe, mais appliqué pour la drogue. Là, ça pose une autre question. Pour être capable de faire passer ces tests-là au sein d'une entreprise, ça prend des employés qui sont formés pour faire ces tests-là et pour reconnaître les symptômes. Parce qu'au final, une fois qu'on prend ces 12 tests-là, on fait l'addition de tout ça, on est capable d'obtenir un résultat qui nous permet normalement de dire si la personne est sous influence ou pas. Mais c'est important que, mettons, qu'on parle d'un contexte de tolérance zéro. Je veux dire, le zéro, ça peut prendre 20 ans d'être à zéro avec ce cannabis. Mais en même temps, je veux dire, tu peux très bien marcher en ligne droite, même si ça fait beaucoup de cannabis, j'imagine. C'est ça, exactement. Fait que c'est un gros défi par rapport à ça. Plus former les employés qui engendre un coût supplémentaire pour l'employeur. Ou sinon, une des causes qu'on va voir plus loin, c'est que l'employeur peut aussi demander s'il pense que s'il y a des motifs raisonnables de croire que son employé est intoxiqué, il peut demander un test d'urine ou un test de sang. Mais encore là, dépendamment de quel test est utilisé, premièrement, c'est une violation de la vie privée, donc ça prend vraiment des motifs raisonnables pour croire qu'il y a vraiment une intoxication. Sinon, l'employeur va se faire taper ses doigts. Et deuxième chose, ces tests-là, encore, ne sont pas nécessairement tous aussi précis que les uns que les autres. Le test d'urine va être beaucoup moins précis que le test de sang, mais le test de sang coûte aussi beaucoup plus cher que le test d'urine. Donc encore là, on est dans des difficultés supplémentaires au niveau des employeurs. Tant aussi longtemps, au moins, en tout cas, qu'il n'y aura pas un outil efficace qui va avoir été développé par la science. Ça fait partie des défis. Puis, ouais. C'est bon. Vraiment, comment vous avez réussi à prouver que effectivement, vous mettez cet employé-là dehors parce qu'il consomme du cannabis sans aucun moyen de Disons que c'est une preuve qui est complexe et une chance, on n'est pas en droit criminel, c'est-à-dire qu'on n'a pas un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. C'est une balance de probabilité, donc si jamais il y a un arbitre de grief ou un juge qui doit trancher la question, il faut que ça soit en fonction des différents éléments qu'on a vus. Est-ce que les chances étaient plus fortes qu'ils soient intoxiqués, donc 50% plus 1, ou pas? C'est tout le temps une balance, mais c'est jamais plus précis que ça en ce moment, malheureusement. Évidemment, si l'employé a admis qu'il avait consommé puis qu'il a travaillé, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas la majorité des cas, évidemment. Donc, comme je vous disais, il y a 4 occasions d'effectuer un test de dépistage pour les employeurs. En fait, j'ai mis 4, mais je mets un bémol sur le 4e. On va y revenir. Le premier, évidemment, c'est un accident ou un accident évité de justesse. Parce qu'évidemment, en fait, pour être plus détaillé, le facteur de gravité d'un accident, donc que la personne se soit juste coupée un petit peu le petit doigt ou que le bras y aille passer au complet, ça, c'est juste un facteur de chance. La minute qu'il y a un accident ou un accident évité de justesse, ça donne le motif à l'employeur de pouvoir demander un test. Évidemment, ça, c'est une analyse après accident. Donc, ce n'est pas de la prévention, mais ça reste une des circonstances où on peut le faire. Si jamais un employé, on a été capable de démontrer par le passé qu'il avait une consommation au travail, qu'il a été averti, discipliné, que ça n'a pas été toléré, on l'a congédié ou, juste avant de le congédier, on lui fait faire une entente de dernière chance.
Quand je dis où on l'a congédié, parce qu'après ça, le syndicat est revenu, a contesté le congédiement, puis pour essayer de négocier la chose, on l'a réintégré en poste, mais avec une entente de dernière chance. L'entente de dernière chance, ce que ça vient dire, c'est « OK, tu continues de travailler pour nous, mais c'est ta dernière chance par définition. Il ne faut absolument pas qu'on te reprenne pendant une période de 6 mois, 1 an, 2 ans. D'habitude, j'ai plus tendance à dire 2 ans, c'est un peu plus ferme. Donc, il ne faut jamais qu'on te reprenne pendant cette durée-là avec soit le cannabis, soit être sous influence de cannabis ou sous influence d'alcool ou d'une autre drogue. » Dans ces cas-là, on va avoir le droit de faire des tests de dépistage aléatoires. Aléatoire voulant dire, un bon matin, je décide que je te prends, je t'envoie à la clinique privée, tu vas faire un test. Si c'est écrit dans l'entente, ça va être considéré comme étant légal, même si techniquement l'échantillonnage est considéré comme une violation de la vie privée de l'employé. Comme j'ai déjà dit, les motifs raisonnables de croire à l'intoxication. Le meilleur exemple, c'est l'employé qui décide d'aller dîner tout seul sur le bord, dans la cafétéria, puis qui rit tout seul parce qu'il est sur le cannabis. Bien évidemment, ça donne un motif. T'sais. Ou encore là, les yeux rouges, ou tous les facteurs que vous connaissez. Et finalement, les conventions collectives qui le prévoient spécifiquement, comme je vous disais, c'est assez rare qu'on voit ça, mais dans certains cas, si... En fait, je pense, non, personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais techniquement, ce que je pouvais déduire de mes lectures de certains jugements de la Cour suprême, c'est que dans l'éventualité où ça aurait été négocié entre un employeur et un syndicat, de permettre des tests aléatoires, même si c'est une violation de la vie privée des employés, comme c'est négocié, ce serait admis. Je trouve ça un peu particulier, puis je serais curieux de le voir en application pour de vrai, pour voir si vraiment la Cour déciderait que c'est quand même admis et que ça ne viole pas la vie privée de l'employé. Mais techniquement parlant, c'est ce qu'on peut déduire des lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant. Bon. Au niveau des tests aléatoires, c'est un des éléments qui m'intéresse le plus. Il y a la vie privée de l'employé, comme je vous disais, et il y a les risques en milieu de travail qu'il faut évaluer. L'analyse que les tribunaux vont faire, c'est une balance des intérêts. Okay. La balance des intérêts va venir nous dire, dans le fond, si la vie privée de l'employé est pas assez respectée versus les risques du milieu de travail. Si les risques ne sont pas assez importants, la Cour va venir nous dire que l'interdiction n'a pas lieu d'être, ou que les tests de dépistage aléatoire plutôt n'ont pas lieu d'être. La vie privée, comme je vous disais déjà, c'est le prélèvement d'échantillons est considéré, et là c'est quand même important, comme une mesure très envahissante. En tout cas, je ne trouve pas qu'un échantillon d'urine ou de sang, personnellement, c'est très envahissant, même si évidemment c'est quand même une aiguille dans le bras, mais c'est la définition de la Cour suprême. Mon avis personnel a très peu d'importance dans ce débat-là. Au niveau des risques, en milieu de travail, il y en a deux dans notre évaluation. Il y a le risque inhérent. Par exemple, si on parle d'une usine, évidemment, ou d'un chantier de construction, c'est très différent des risques qui sont inhérents à un avocat ou un comptable qui travaille dans son bureau. Donc ça, c'est le premier type. Et le deuxième, c'est le risque qui est propre à l'employeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une analyse spécifique de sa situation qui va être faite. Par exemple, dans le cas d'Irving, je vais skipper un petit peu, il y avait simplement 8 incidents en 15 ans. Et après 22 mois d'application d'une politique qui incluait un test aléatoire au niveau de l'alcool, bien, il n'y a eu aucun test de positif sur l'ensemble des 10% d'employés qui avaient été testés par année. Dans ce cas-là, à cause de ces données-là qui étaient propres à l'employeur, l'arbitre de grief est venu dire qu'il n'y avait pas de situation, il n'y avait pas de risque inhérent chez l'employeur qui était suffisant pour justifier des tests aléatoires, donc pour justifier l'atteinte à la vie privée des employés. Techniquement, il y a 4 contextes distincts qu'on peut identifier. Le cannabis en milieu syndiqué, le cannabis non syndiqué, l'alcool en milieu syndiqué, l'alcool en milieu non syndiqué. C'est ce que nos lectures, mes lectures en fait, des jugements de la Cour suprême me disent. Sauf que, si je reviens un petit peu sur le projet de loi 157, le droit de gérance donne le droit à l'employeur d'interdire autant l'alcool, la drogue et toute autre substance. Donc, une des questions que moi je suis en train de me poser, puis ce que je veux valider, c'est à quoi vont servir maintenant ces 4 distinctions-là si de toute façon ils sont traités sur le même pied d'égalité dans la loi. Ça, je vais skipper. OK. Le dernier petit quiz. Richard fume un joint le soir avant de se coucher. Le lendemain matin, il va travailler. Est-ce qu'il est encore sous l'influence de son joint de la veille, techniquement, à votre avis? C'est quoi la seuil
Mais l'influence, on pense que c'est un effet psychoactif. Mais légalement, sûrement que la détection, c'est le seul et le détection dans le sang. C'est un peu égal. Intéressant. Les deux réponses. C'est d'autres qui veulent se risquer? Non. Effectivement, les deux réponses sont bonnes. Et ça, c'est une cause de 2005 que j'ai lue. En fait, qui est assez intéressante parce que l'employé en question, lui, était sur une entente de dernière chance. Donc, il avait déjà été congédié pour usage de cannabis au travail. Il avait été réembauché, réadmis dans son travail à cause que le syndicat avait contesté. L'entente, évidemment, prévoyait des tests de dépistage aléatoires et, à un moment donné, un test d'urine a révélé qu'il était, a été positif. Le problème du test d'urine, justement, c'est qu'il n'est pas assez précis pour savoir. Il va y avoir des traces de cannabis, mais c'est quoi la définition de sous-influence? Je vous disais tantôt, en droit, il faut être carré, il faut être précis. La définition, c'est donc engendrer un gros débat d'experts de part et d'autre entre le syndicat et le CHUM. Et le sous-influence a été déterminé que c'était à peu près les 4 heures les plus cruciales où le cannabis a effectivement un effet psychoactif. Donc, techniquement, même si l'employé avait des traces dans son urine, il a été réintégré en poste parce que ça faisait trop longtemps que sa consommation avait eu lieu. Dans ce cas-là, en plus, l'employé avait reconnu et avait admis qu'il avait fumé la veille, mais ce n'était pas un élément important parce qu'il n'était pas sous influence. Encore là, si l'employeur, par contre, avait fait le choix de faire un test de sang, là, aurait été capable probablement de prouver avec beaucoup plus d'efficacité c'était quoi le niveau d'intoxication, donc c'était quoi, est-ce qu'il était vraiment sous influence ou pas. Puis, quand même le dire, le CHUM, c'est un hôpital universitaire. Ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur de l'hôpital pour faire les tests correctement, mais ils ont quand même décidé d'y aller avec un test d'urine. Techniquement, au niveau de la preuve, en gestion de dossier de ressources humaines, c'était vraiment pas la meilleure approche à avoir, mais ça fait partie des risques. Finalement, dernier petit exemple, l'exemple de rôtisserie. On a un employé qui a fini par admettre qu'il avait, pendant une livraison, fumé avec des clients qui s'est avéré être ses amis et qui étaient revenus au travail pour travailler. Bon, au début, il avait dit que c'était juste ses amis qui avaient fumé un peu alentour de lui, mais clairement, ça sentait beaucoup trop sur ses vêtements, donc son employeur a fini par le contester. Et par la suite, a fini par admettre son erreur. Il a fait une cure de désintoxication suite à son renvoi, mais le congédiement a été quand même maintenu parce que dans ce cas-là spécifique, la convention collective des employés prévoyait que pour drogue au volant, tu étais automatiquement out. Mais techniquement, ça n'avait pas été de ça. Même s'il est interdit de conduire sous l'influence de drogue et d'alcool, il aurait quand même pu devoir passer le processus disciplinaire, c'est-à-dire avis verbal, avis écrit, suspension 2 jours, suspension 1 semaine, etc., etc. Et là, par chance, étant donné qu'il y avait une convention collective qui était plus précise, l'arbitre a pu maintenir le congédiement. Mais c'est quand même vous dire qu'au niveau de la discipline et de la gestion pour un employeur, le cannabis risque de poser de plus en plus de difficultés et que ça va demander des politiques internes qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus développées. On ne pourra plus les gérer à la pièce, peut-être comme c'était à l'époque où c'était interdit de manière formelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les poursuites pourraient être faites d'un point de vue légal? Là, on parle d'un syndicat ou d'une entreprise qui gère un employé, et d'un client qui dirait mon avocat m'a mal défendu parce qu'il était influent, ou mon comptable a fait des mauvais placements parce qu'il était joué comme une balle. Y a-t-il quelque chose qui pourrait amener des poursuites légales à l'endroit d'un prestataire de service? Je ne sais pas si le comptable pourrait être un bon exemple, parce que c'est peut-être plus difficile, mais au niveau d'un avocat, évidemment, si l'avocat se présente en cours et il est gelé comme une balle, déjà à la base, il existe pour les clients un recours de ce type-là. Donc, si un des motifs, tout simplement, devient usage de cannabis ou d'autres drogues, pour moi, c'est clair que oui. C'est certain. Oui? Tantôt, tu avais parlé de la loi canadienne versus québécoise. C'est laquelle des deux qui a plus d'importance que prévaut sur l'autre? Parce que, au Canada, en théorie, on a le droit de faire pousser, mais au Québec, ils ont dit qu'ils ne seraient pas d'accord. Si, mettons, au Québec, les gens qui font pousser, est-ce qu'on a le droit légal quand même de le faire? Est-ce que vous avez tous bien entendu la question?
OK. Dans le fond, elle me posait entre les lois fédérales et les lois québécoises, laquelle des deux prévaut? Parce qu'on le sait, techniquement, la loi québécoise veut interdire le fait de faire pousser des plants à domicile, alors que la loi fédérale peut permettre jusqu'à 4 plants. Bon. Techniquement, l'argument du fédéral, c'est de dire on peut permettre jusqu'à 4, mais on le permet. Donc, le minimum, c'est 1, et si les provinces veulent mettre entre 1 et 4, c'est correct. Le Québec dit non. Nous, on a une compétence en matière de santé qu'on peut utiliser, de santé publique, et on veut le mettre à 0. Vous ne nous empêcherez pas de le faire. Le débat, certainement, s'en va devant les tribunaux et fort probablement devant la Cour suprême. Donc, pour répondre à ça, il va falloir attendre malheureusement le jugement de cour, parce que techniquement, une loi fédérale a normalement préséance si la loi québécoise s'attaque à son champ de compétences direct. Mais là, on a vraiment deux lois qui sont prises selon des champs de compétences propres à chacun. Donc là, ça va être plus touché de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, Nicolas? Si je ne me trompe pas, à ce niveau-là, la loi, même si au Québec, on n'aurait pas le droit de pousser aucun plan, si ça va criminel, ça serait des sanctions, soit en termes de sanctions civiles, soit en termes d'amende. Oui, c'est ça, des amendes, c'est ce qu'on appelle du pénal versus le criminel. Tu fais une bonne distinction à ce niveau-là. Donc oui, si jamais quelqu'un était pris en vertu de la loi québécoise à faire pousser alors que la loi prévoit que tu n'as pas le droit, ce serait effectivement des amendes et non pas un dossier criminel. C'est complètement différent. Tu as raison. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui? Il y a différents registres qui prennent pourquoi les cabinets dans ce système, genre régir les médicales dans ce créatif. Bien, c'est sûr que l'usage de cannabis médical est régi par le fédéral beaucoup plus que par le québécois. Sauf qu'en milieu de travail, un employé qui a une prescription pour du cannabis médical doit en informer son employeur parce que nécessairement, ça peut avoir un impact dépendamment du type de travail qu'il effectue. Si c'est un employé justement qui travaille dans un environnement à risque, l'employeur va être obligé de le retirer et de le mettre dans une autre section de l'entreprise. Nécessairement, étant donné que c'est prescrit, ça fait aussi ce qu'on appelle un besoin l'entreprise a l'obligation de s'adapter à son employé pour éviter une discrimination. C'est un peu comme le même principe que une dépendance. Donc, l'employeur n'a pas le choix d'essayer d'accommoder son employé à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'était bien ça le sens de la question, parce que c'était un peu loin, je n'entendais pas parfaitement. En fait, la conduite automobile, c'est tolérance zéro, c'est complètement interdit. Donc, à ce niveau-là, si quelqu'un se fait prendre avec cannabis au volant, la sanction directe va être, si c'est prouvé, évidemment, par la couronne, un dossier criminel, au même titre que l'alcool au volant qui dépasse le 0,08. Je ne veux pas dire non plus comme dans les faits, mais tu sais, les effets résiduels, dans ça. Bien, c'est là que se pose toute la question d'avoir un outil de calcul puis de mesure qui va être efficace, parce qu'en ce moment, les policiers ont reçu des formations avec les tests normalisés, standardisés. Mais comment ils vont faire dans le concret pour le pratiquer à tous les jours, honnêtement, je ne sais pas. Ça risque d'être assez compliqué, puis on sait que de plus en plus de gens consomment évidemment du cannabis en conduisant. Donc, tant qu'à moi, le risque augmente, mais voilà. Est-ce que moi, je suis obligé de déclarer si je prends une médication prescrite? Normalement, oui, parce que cette médication-là peut avoir un impact sur la qualité du travail et sur sa réceptivité à différents stimuli. Donc, si son attention est diminuée, oui, normalement, il devrait le mentionner à son employeur. Oui? Sur ce dernier point, est-ce que c'est spécifique au cannabis ou c'est n'importe quelle médication N'importe quelle substance psychoactive peut avoir un impact sur ton rendement, ton éveil, ta capacité à travailler. Normalement, oui, ça devrait être fait. Non, clairement pas. Oui. Est-ce que l'employeur va le droit de réguler la consommation de café? Bien, ça serait plus difficile parce que c'est tellement une substance qui est accessible puis admise dans notre société. Est-ce qu'il y a le droit de me demander un test? Non, je n'ai pas l'impression. Si tu prends un arbitre de grief, entre autres, ou un tribunal administratif en droit du travail, je
c'est pas des tribunaux formels au même sens que des tribunaux civils. Donc, il y a toujours une espèce d'équilibre à avoir quand même dans le day-to-day. C'est pas mal plus sympathique, disons que. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui? On a parlé de fumée, mais les produits dérivés, est-ce que ça va être légal de les consommer dans les lieux publics? Dans les lieux publics, je ne sais pas, ça ne porte pas sur mon champ de recherche spécifique, donc je t'avoue que j'ai pas regardé ça. Je sais qu'évidemment, étant donné que si tu consommes des dérivés, que tu vas travailler, tu vas être quand même sous influence. Donc ça ne sera pas permis si l'employeur a pris une politique interne qui fait du sens. Mais à part ça, dans les lieux publics en général, je ne peux pas te répondre.